Interface, messieurs et dames, vous nous suivez de partout. Vous êtes sur CML13 Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme pour ces, voulais-je dire, premier numéro de la semaine, le premier aussi pour ces mois de juin de votre émission Interface. Tout au long de cette émission, nous allons revenir sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. À l'est du pays de Lumumba, vous savez, cette situation malheureuse, maléfique qui se passe depuis un moment qui cause préjudice à nos frères et sœurs de ces coins de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quelle est la solution, même si le gouvernement congolais c'est quand même de fournir des efforts à travers ce qu'on a qualifié la diplomatie agissante du président Tshisekedi pour essayer d'en finir avec cette situation, mais chaque jour qui passe, le 1-23 continue toujours d'enfoncer justement pour essayer d'occuper certains territoires de ces coins de la République démocratique du Congo, malgré la résistance de l'armée congolaise. Aujourd'hui, la situation sur terrain, comment la population de ces coins de la République démocratique du Congo vivent pour les gens qui connaissent, qui côtoient ou bien qui ont la chance en tout moment de partir de ces côtés. On y revient dans cette émission, mais aussi on va parler de la sortie du gouvernement. J'ai dit, vous le savez, ce gouvernement a publié récemment, voulais-je dire aujourd'hui, mais crée des frustrations au sein de l'Union sacrée de la nation, cette famille politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si les uns se sont retrouvés, les autres disent de ne pas se retrouver, même s'ils ont soutenu le président Tshisekedi. Ils ont fait la campagne pour le président Tshisekedi. Comment ils peuvent être jetés au calendrier grec au détriment des autres? C'est pourquoi même à cette pétition en gestation, on parle aujourd'hui de plus de 200 signatures des députés justement qui remettent en cause l'ordonnance du président Tshisekedi qui demande au président de corriger cette erreur. Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire? Est-ce que ces députés vont obtenir préjudice aujourd'hui? L'image de l'Union sacrée, quelle image peut-on donner à cette famille du président de la République? Est-ce que c'est une association à des gens justement qui militent pour leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt de la population congolaise? Des questions qui méritent d'être posées, messieurs et dames. On en parle dans cette émission. Sarah Mbouyi, bonsoir. Bonsoir Daniel Roland-Lay, excellent mois et excellente semaine à tous. Pourquoi pas souhaiter la bienvenue à notre invité du jour. Alors notre invité du jour justement, celui qui va répondre à toutes ces questions posées au rythme de cette émission, il s'appelle Monsieur Fidèle Banso. Il est c'est un candidat député provincial malheureux, s'il faut le dire ainsi, dans la ville de Goma. Ça veut dire qu'il est originaire de ses côtés. C'est un enfant maison qui maîtrise la situation, qui sait ce qui se passe de ses côtés, surtout en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Avec lui, on va aussi revenir sur cette question de frustration au sein de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Fidèle, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être dans votre méga plateau, d'être dans les installations de CML13 que je suivais de très loin, que j'apprécie, dont j'apprécie les animateurs. En passant, je vous salue, je salue madame, je salue le directeur général qui est un monsieur cohérent dont j'ai toujours admiré ses prestations, ses sorties médiatiques. Très sincèrement, je vous dis merci pour l'invitation. Alors, ça aurait un plaisir pour nous aussi, monsieur Fidèle, de vous recevoir dans cette émission d'entrée DG. Avant qu'on puisse revenir sur cette question concernant la sortie du gouvernement, il faut qu'on parle de cette question importantissime concernant la guerre un peu démocratique du Congo, mais on ne peut pas y arriver sans pourtant parler de ce que vous avez pu obtenir comme expérience, parce que vous êtes un candidat, député provincial malheureux dans la ville de Goma. Vous, dans ce DG, ça vous a fait comment? Certainement, vous vous y attendez à être aujourd'hui à l'hémicycle provincial, mais ce qui n'est pas à l'écart. Est-ce que peut-on parler d'un échec total ou bien juste d'une expérience qui certainement vous permettra pour les prochaines élections d'essayer de sortir la tête de l'eau? Merci beaucoup. Bon, c'est une question que très souvent j'aborde avec beaucoup de retenue, beaucoup de regrets, parce que à mon humble avis, il n'y a pas eu élection
dans ces pays le 20 décembre, parce que la loi est très claire en ce qui concerne l'organisation des élections dans notre pays. Les élections se font un seul jour, doivent se passer en un seul jour, de 6h à 18h. Mais ce que nous avons observé dans ces pays, du 20 au 27 décembre, je pense que c'est une parodie d'élection, c'est un simulacre d'élection. Nous avons vu, vous comme moi, nous avions vu des gens qui détenaient des machines de vote dans leur maison, des gens qui avaient des bulletins de vote. Avant cela, nous avions vu des gens qui avaient des machines pour se faire enrôler des tierces personnes chez eux à la maison. Et donc, très sincèrement, nous ne regrettons pas parce que il n'y a pas eu élection. Parce que s'il y avait eu élection, je pense que nous serions les meilleurs élus dans les coins. Nous sommes des enfants du terroir, nous maîtrisons la situation, mais ce que nous avons observé, les gens de l'Union sacrée, les hommes forts de l'Union sacrée se sont partagés les gâteaux, et la preuve en est que depuis que les élections existent dans ce pays, c'est la première fois qu'on voit la majorité au pouvoir détenir plus de 90%. Vous savez que l'opposition n'a que 25 députés. Donc, sur 500 députés qui constituent l'Assemblée nationale, l'Union sacrée a plus de 475 députés nationaux. Même sous Kabila, on n'a pas vécu ça. Donc, ils ont distribué à dessein, à leur gré, se sont distribués les députés, qui d'autant, qui d'autant. Et voilà aujourd'hui, bien qu'on va en parler dans les minutes qui suivent, voilà qu'aujourd'hui, ils sont dos au mur. Parce que le fait qu'ils se sont distribués les députés, voilà aujourd'hui, pendant la distribution maintenant du gâteau de pouvoir, et vous vous rendez compte de ce qui se passe. Si monsieur Fidèle était élu député, on n'aurait certainement pas affaire à ce genre de discours. Bon, je pense que moi j'avais postulé en tant qu'opposant. J'étais sur la liste de Envol. Okay? De Denis Sesang. Donc j'étais opposant. Les collègues qui sont passés de l'opposition, de Moïse Katumbi, continue à tenir ce discours qu'il y a eu un simulacre d'élection. C'est-à-dire, même si on serait proclamé, parce que personne ne peut dire qu'il a été élu, on peut dire qu'on a été proclamé. Hein? Même ceux-là qui étaient proclamés, bien qu'ils soient même de l'opposition, ils sont en train de décrier de fond en comble les irrégularités qui ont émaillé ces élections de la honte, qui n'ont jamais existé depuis que le monde est monde. Des élections qui se font pendant 7 jours, alors que la loi électorale dit clairement que les élections doivent se dérouler en une seule journée, soit de 6h à 18h. Si les gens qui devaient voter sont plus que, ou bien dépassent, et que les heures arrêtées ou convenues passent ou arrivent, la loi dit qu'on doit leur donner des jetons pour qu'ils continuent à voter. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà de cette journée. Ils peuvent aller jusqu'à 22h, à 23h, au cas où ils n'ont pas pu voter avant le temps. Mais Fidèle, pardon, je vous relance. Oui. À un moment, vous parlez, vous connotez ces élections comme un simulacre des élections que le pays n'a jamais eu. Pire simulacre. Depuis son histoire, son indépendance. Mais comment comprenez-vous, comment pouvez-vous expliquer les comportements de certains de vos amis à l'époque où vous étiez à l'opposition, parce que vous avez postulé pour les comptes d'Avol. Aujourd'hui, les députés de Moïse Katumbi, de l'ensemble pour la République, qui sont élus, aujourd'hui sont en train de siéger au niveau de cette même Assemblée nationale, au moment où il continue avec ses discours de considérer ces élections, de dire qu'il n'y avait pas élection le 20 décembre. Est-ce que ce n'est pas vouloir quelque chose de son contraire? En fait, la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Si les amis de l'opposition, entre guillemets, ont décidé de siéger ou d'appartenir au bureau, c'est pour que ils puissent
pas qu'ils conviennent que ce qui s'est passé du 20 au 27, c'était normal. Non, non. C'est parce que, comme je venais de le dire, la politique de la chaise vide ne paye pas. Il fallait qu'ils soient là pour qu'ils participent activement à ce qui se passe, à ce qui se déroule. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'ils cautionnent, ils acceptent. Hein, ils sont partants de ce qui s'est passé. Donc, alors, ils ne sont pas partants de ce qui s'est passé. C'est quand même regrettable, certainement, mais on va essayer de parler de cette situation, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, parce que vous êtes de ces coins-là, vous savez certainement, vous vivez au quotidien à ce qui se passe là-bas, c'est que la population de ces coins de la République démocratique du Congo vivent chaque jour qui passe, à chaque seconde, à chaque minute et à chaque heure. Monsieur Fidèle, la situation sécuritaire aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo avec les M23, quelle analyse pouvez-vous faire? Bon, c'est vraiment déplorable. Vous savez, vous qui êtes ici à Kin, vous abordez avec beaucoup de légèreté la question sécuritaire au Nord Kivu. Il faut, je pense, je demanderai un jour que si ça va plaire au DG de CML 13, de diligenter une équipe pour aller vivre, voir ce qui se passe à Goma ou au Nord Kivu en général. Donc, c'est invivable. J'étais là pendant la campagne électorale, les élections. Je vous dis, la population vit les déluges. La population vit comme si l'État n'existait plus dans ce pays. Je vais paraphraser le DG de CML 13 qui a toujours dit que nous sommes dans un non-État. Et c'est ça, c'est que la situation vit à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que si on était véritablement dans un État, je ne vois pas un chef de l'État qui peut cautionner les souffrances atroces dont sont victimes les populations au Nord Kivu. Les gens qui sont dans les camps de déplacés. Vous pouvez imaginer les gens qui meurent de faim. Qui meurent de faim. Toute la ville de Goma, ces gens ne font que quémander le long des routes, des boulevards. Partout, ils sont parsemés dans les quartiers en train de quémander dans leur propre pays. Au même moment, nous entendons qu'il y a des gens qui se font des millions. Il y a des gens qui pillent la République. Il y a des gens qui détournent des millions. Mais les paisibles citoyens, les Congolais, sont en train de mourir de faim. En fait, la question de la guerre de l'Est, je l'ai dit dans une émission quelque part ailleurs, où j'ai dit que la guerre n'est pas la solution pour restaurer la paix. Parce que si la guerre était la solution, je pense que l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, il y aurait eu vainqueur ou vaincu. Mais comme la guerre n'est pas l'issue pour restaurer la paix, voilà qu'aujourd'hui, entre la Russie et l'Ukraine, la guerre continue. Et pour vous, que peut être la solution? La solution, c'est le dialogue. Que le président de la République appelle ces gens, qui essaient de pénétrer leurs revendications. Mais qu'est-ce que vous dites? Peut-être qu'ils ont des revendications légitimes. Le dialogue est la meilleure solution. Sous Kabila, nous l'avons vécu. Kabila prend le pouvoir en 2003. Les pays étaient déchiquetés. Il y a RCD, il y a RCD Kamel, il y a MLC, il y a beaucoup, les pays étaient émiettés, si je peux le dire ainsi. Et par conséquent, Kabila ayant pris le pouvoir, il a compris que la seule solution pour que la paix revienne, il fallait regrouper tous ces gens autour d'une table. Et une fois autour d'une table, vous avez vu 1+4 comme solution. Et on a fédéré les pays. À l'époque là, 2003, 2004, les pays étaient émiettés. L'avion ne pouvait pas quitter Kinshasa pour atterrir à Goma. C'était impossible. Voilà maintenant, depuis que la guerre a commencé, les M23 avec les Ouazalendo couplés avec la SADC, avec l'EAC, avec l'armée républicaine, est-ce qu'il y a déjà la solution? Les M23 ne font que progresser. Pas plus tard que la semaine passée,
à quelques centimètres près, les M23 voulaient récupérer la cité de Kanyabayonga, une grande cité. Alors que Kanyabayonga, c'est déjà l'entrée pour Goma. Mais oui, c'est à quelques kilomètres de la ville de Goma. Et aujourd'hui, les atrocités, les affrontements se focalisent plus au niveau de Kanyabayonga. Mais l'armée avait fui. Le week-end, l'armée a fui, on a même tué quelques unités de l'armée sud-africaine. Donc, moi, je pense que le président de la République s'est fait encore une fois mal entouré. Il n'a pas de bonnes personnes autour de lui qui doivent lui dire la vérité. Et la vérité est telle que il faut appeler ces gens autour d'une table. Mais le président, certainement, il refuse cette histoire-là de réintégrer les rebelles. On risque d'arriver, de dire, bon, ok, comme on a parlé, il faut réintégrer ces gens aujourd'hui, venir à Kinshasa et puis commencer à occuper des... Nous avons appris avec vous qu'on a fait venir les M23 ici pendant plus d'une année. Ils étaient logés... À l'époque de Kakonde, Gilbert Kakonde. Ils étaient logés dans les hôtels ici. Le président a dit, lui, ça veut... En 2018, quand Tshisekedi prend le pouvoir, aucun territoire de la République était sous l'emprise de M23. Le Congo, avec ses 145 territoires, on lui a donné les pays en entier. Mais à son arrivée, s'il a fait des protocoles, s'il a fait quelle gymnastique pour que les M23 se retrouvent ici, c'est à l'issue de cela, d'après les informations, c'est à l'issue de cela qu'il y a eu que les M23 ont refait surface. Et donc, moi, si le président de la République pouvait m'écouter ou ses services, la guerre, ce n'est pas la solution pour rétablir la paix à l'est de la République démocratique. Mais la RDC n'est pas en train de faire la guerre avec les Rwandais ou les M23. La RDC est en train de subir, certainement avec obligabilité pour l'armée congolaise, de répliquer en tout moment. En fait, répliquer ou non, nous voyons la vie des Congolais. Vous vous rappelez qu'il y a 2 semaines, des bombes de M23 sont tombées dans les camps de déplacés à Mugunga. Vous avez vu les images qui en pâtissent. C'est Félix Tshisekedi, ce sont ces ministres ou c'est qui? Ce sont les paisibles citoyens qui sont en train de payer les prix. Et je vous dis, tant que le gouvernement ne prendra pas des solutions idoines, des solutions qu'il faut, et l'une des solutions qu'il faut, c'est le dialogue. Appelez les M23. Écoutez leurs desiderata. Écoutez à quoi est-ce qu'ils veulent aboutir. Quelles sont leurs ambitions. Peut-être qu'ils ont des revendications légitimes. Nous apprenons qu'il y a eu des accords signés par le passé par Kabila et pour lesquels ils font des réclamations. Mais est-ce que les gens à qui on ne donne pas le temps d'écouter, comment vous pouvez intégrer les solutions qu'il pose ou qu'il conditionne afin qu'il y ait la fin de la guerre? Moi, je pense que pour finir avec cette question de l'insécurité, nous proposons au président de la République de transcender, d'avoir de la hauteur, afin de trouver des voies et moyens pour que le M23 et le gouvernement de Kinshasa puissent se mettre ensemble et trouver des solutions durables par rapport à cette guerre, et que ces déplacés qui sont en train de souffrir dans la ville de Goma et aux environs, qu'ils puissent retrouver le chemin de rentrer chez eux pour faire leurs champs et leur bétail. C'est un peu ça ce que moi je peux dire. Mais la guerre, ce n'est pas la solution. La guerre va tuer les paisibles citoyens, la guerre va tuer les M23, la guerre va aussi tuer des militaires congolais comme les Wazalendo, parce que la guerre, c'est un couteau à double tranchant. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais avec ce nouveau gouvernement, est-ce que pour cette fois, le président de la République peut avoir la chance d'avoir à ses côtés des personnes capables de pouvoir lui faire comprendre cette stratégie? Déjà, de l'entame de cette question, madame, je vous dis que le gouvernement souminois ici sera le pire des gouvernements.
Ah, comment ça? Les pires, les pires. On va en parler. On ne peut rien attendre de ce gouvernement. Déjà même l'ossature, les squelettes de ce gouvernement nous prouvent à suffisance que rien, on ne peut rien attendre. Rien de concret, rien de sérieux, parce que déjà la Constitution, voilà comment déjà même les sociétaires de l'Union sacrée s'entre-déchirent. Voilà, nous on nous a donné peu, nous on n'a rien trouvé. Donc avec le gouvernement souminois, je pense que autant mieux encore Sama, ou bien ça sera Sama 3, un gouvernement Sama 3. Mais pourquoi être pessimiste alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à travailler? Madame, je vous informe que... Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de continuer à maudire ce pays, que rien ne va changer? Je vous informe d'abord que je suis de l'Union sacrée, mais nous, étant dans l'Union sacrée, nous ne sommes pas là pour applaudir même ce qui n'est pas à applaudir. Nous allons aider le président de la République à lui dire tout ce que les autres ne lui disent pas. D'abord, ce gouvernement ici, qui on a nommé qui n'est pas, qui fait confiance à la population. On voit les mêmes figures qui reviennent. Si Bemba, un ancien seigneur de guerre, n'a pas pu, parce que quand on l'a nommé, on a vu les gens ovationner, dire que non, cette fois-ci avec le M23 c'est fini. Bemba vient de sortir comme il était entré, avec un seul exploit, la reprise ou l'ouverture de la voie de GLM. C'est tout, c'est tout ce qu'il a réussi comme exploit. C'est tout ce qu'on peut donner. Tout ce qu'il a fait comme exploit. Comme bilan de Bemba, la récupération de la voie de GLM. À part ça, vous pouvez nous citer une seule localité récupérée par l'armée républicaine depuis que Bemba est au pouvoir. Plutôt, quand Bemba a pris le pouvoir, on avait déjà pris Bunagana, mais on n'avait pas encore pris d'autres. La cité minière de Rubaya n'était pas encore prise. Plutôt, Bemba a été l'un des facteurs qui ont favorisé la prise de notre cité minière de Rubaya par les M23. Et qu'est-ce qu'on peut attendre du nouveau ministre maintenant? Du nouveau ministre nommé, s'il s'appelle, c'est qui, de l'UDPS. Donc, d'après vous, la nomination devrait normalement relever du choix de la population? Bon, pas nécessairement, mais on voulait voir des nouvelles figures. Des figures qui incarnent l'espoir. Des figures qui incarnent l'espoir. Celui qu'on a mis à la défense nationale, on apprend qu'il vient du journal officiel. On ne le connaissait même pas. Hein? Son nom était quasi inconnu. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas parler de lui-même. Il est l'ombre même de lui-même. Donc moi je pense que à un ministère comme la Défense nationale, sous d'autres cieux, il faut mettre des hommes qui viennent de l'armée, des généraux, même ceux qui sont à la retraite. J'avais proposé, me comprendre, celui qui était l'ancien, comment il s'appelle, Mbala, c'est Célestin Mbala. Il est aujourd'hui à la retraite. Celui-là pouvait peut-être mieux faire. Parce qu'il c'est de cette manière-là, ça se passe sous d'autres cieux. Il faut prendre ici, un général d'armée aguerri, soit en fonction, soit en retraite. Mais un civil qui ne connaît même pas manier une arme, il ne connaît même pas de consignes, les consignes utilisées, les termes utilisés dans l'armée. Voilà pourquoi, à chaque jour qui passe, il y a toujours défections dans l'armée, des colonels, des généraux qui vont chez les M23. Pourquoi pas? Et d'autres même qui se permettent même de livrer les consignes aux ennemis. Mais la crainte peut-être de ne pas vouloir nommer un ancien militaire comme ministre de la Défense, certainement demain ou après-demain. Il peut se retourner contre... Voilà. Mais est-ce que ça c'est la raison? Moi je ne pense pas que c'est la raison. Pourquoi? Parce que y a des personnes quand même loyales dans ces pays. Même les généraux qui sont à la garde républicaine ou les chefs d'état-major, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce sont des militaires, n'est-ce pas? Ils ont tous les moyens pour orchestrer ce genre de sales besognes, des coups d'état. Mais pourquoi ils ne les font pas? Parce qu'ils sont
sont des personnes loyales au président de la République. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait de vous ministre de la Défense que vous pouvez forcément orchestrer de tels coups. Non, non. Bref, avec ces gouvernements, rien, alors la population qui va nous suivre, rien à attendre. Rien. C'est Sama bis. Sama 3, si on peut le dire comme alors, je vais vous relancer, M. Fidèle, avec cette histoire du gouvernement, mais j'aimerais qu'on puisse revenir sur cette question de l'insécurité à l'Est. Oui. À un moment, vous demandez au président de la République d'organiser un dialogue avec les 1-23 pour en savoir plus sur ce que ces gens-là avaient, pour essayer de faire revenir la paix. Mais est-ce que ce n'est pas une nécessité aujourd'hui, avant que même que les présidents puissent avoir cette idée d'organiser les dialogues entre la RDC et ses rebelles des 1-23? Est-ce que ce n'est pas important que les présidents, comme garant de la nation, de commencer d'abord par organiser un dialogue justement entre les Congolais de tous bords pour recréer la cohésion nationale? Parce que d'aucuns ignorent aujourd'hui, nous avons nos propres fils de Congolais qui aujourd'hui se retournent contre les pays pour aller combattre aux côtés des M23 et le Rwanda. À l'exemple des Corneille Nango aujourd'hui, on parle de cette histoire-là de frustration par-ci par-là. Est-ce que ce n'est pas le moment de recréer cette cohésion nationale à travers les dialogues, justement, avant même d'y penser, à organiser un dialogue avec les rebelles des M23? Merci beaucoup de la question. C'est-à-dire que je crois que c'est le cardinal qui l'a dit. Tous ces gens qui prennent des armes, les rébellions naissent à partir des frustrations. Vous voyez le gouvernement ici qui vient de paraître, de sortir. Si on ne fait pas la correction des erreurs matérielles, vous allez voir les Eliezer Tamboué et tous les autres caciques de l'Union sacrée qui ne se retrouvent pas, ils vont faire la rébellion. Et moi, je suis en train même de réfléchir en ce sens que la véritable opposition de l'Union sacrée va quitter l'Union sacrée. À la suite de la sortie de ce gouvernement, la vraie opposition de l'Union sacrée est dans l'Union sacrée. Parce que tous ces gens, dans leur regroupement, ont 10, 11, 12, 13, quand sais-je, de députés, mais sans aucun ministre. Déjà, vous avez suivi le week-end, comment ils étaient, les représentants ou les groupes parlementaires et le présidium étaient dans une réunion pour essayer d'évaluer la sortie du gouvernement. Certains du présidium, se sentant délaissés ou mal à l'aise, ne se sont pas présentés. Et à la sortie, les sociétés de l'Union sacrée, donc les chefs des regroupements politiques, ont exigé qu'il y ait correction des erreurs matérielles. Ce qui est vrai, ce qui n'est que leur droit, parce que on a dit à la suite des consultations que tout regroupement qui a plus de 10 députés, 10 au-delà, a un droit à un ministre. Mais on voit Gentini Ngobila avec ACP qui a 11 ou 12 députés, aucun ministre. On voit 4 AC, d'Eliezer Ntambo qui a 13 députés, aucun ministre. Et beaucoup d'autres. Et ce sont ces frustrations-là qui créent bien sûr, qui poussent aux gens d'aller vers la rébellion. C'est comme ça que même Corneille Nangaa est parti. Nous l'avions suivi ici, Augustin Kabouya l'avait dit, que Nangaa était frustré parce qu'on lui a ravi quoi? C'est carré minier. C'est ça ce qu'il a dit. Et voilà aujourd'hui, il s'est enrôlé auprès du M23 et l'AFC et M23 aujourd'hui sont en train de tuer ou en train de combattre contre leur propre république. C'est quoi la crainte dans une république qualifiée? Je vais maintenant répondre à votre question. Votre question qui était de savoir si avant que le président de la République ne puisse penser au dialogue avec les M23, il n'y a pas moyen qu'il fasse un dialogue où il convoque tous les enfants du pays, tous les Congolais, que ce soit en quelque sorte un dialogue inter-congolais. Mais les gens qui sont dans les M23 se réclament aussi des Congolais. Qui sont les plus virulents aujourd'hui entre ceux qui ne sont pas encore
dans la rébellion, ou ceux qui sont dans la rébellion, sèment jour et nuit la terreur et la désolation de la population. Moi, je pense que les deux sont concomitants, les deux dialogues. Il peut convoquer les dialogues entre les M23 et la République, et autour de ça, en quelque sorte, ce qui s'est passé à Sam City, quelque chose comme ça, il peut appeler les Katumbi, les opposants, les Fayoulou, les Sesanga et les autres qui ne partagent pas la même politique que lui, et il appelle les M23, on cherche un facilitateur pour qu'on arrive à pénétrer les questions essentielles qui poussent aux uns et aux autres d'aller prendre les armes contre la République. Donc, la seule voie, pour moi, ça m'engage, la seule voie, la seule issue pour que la paix soit rétablie, c'est mettre tous les Congolais autour d'une table et trouver des réponses aux desiderata de chaque groupe, les opposants, les M23, et avec ça, Kabila a réussi de faire ses 18 années au pouvoir, parce qu'il a su concilier, il a su mettre ensemble tout cela qui pouvait lui entraver la route, le chemin, afin qu'il n'atteigne pas ses objectifs. Sinon, la guerre, mon cher ami, qu'on ne vous trompe pas, la guerre touche et biface. Ça tue à gauche, ça tue à droite, mais les plus perdants, sont les paisibles citoyens. Mais est-ce que les opposants seront d'accord avec cette façon de faire? Parce que les opposants n'ont jamais été d'accord avec les idées du chef de l'État. Le président de la République est garant du bon fonctionnement des institutions. Il est chef de l'État. Constant Moutamba nous bouchait les oreilles qu'il était opposant. Il a été nommé, n'est-ce pas? L'aviez-vous vu passer dans les médias pour renoncer à sa nomination? Non. Ça dit, le président de la République est-ce que cette nomination n'est pas stratégique? En fait, c'est ça ce que nous disons. Pourquoi il ne l'a pas fait pour Katumbi? Voir si Katumbi allait refuser. Si le chef de l'État vous nomme par ordonnance, vous ne pouvez pas passer outre mesure. Vous devez vous exécuter. Vous comprenez? Donc, si on a nommé Moutamba, et Moutamba, opposant, hier à Tshisekedi, accepte de venir. Nous avions vu avant-hier, on avait vu Katumbi, le président de la République, quand il a créé l'Union sacrée, dans son discours de 6 minutes, il a fait appel à tous les Congolais de venir se liguer avec lui pour le bien-être de la population. Katumbi était arrivé. Il peut faire la même chose. Il appelle tous les opposants. Mais dans un cadre qui est approprié. Vous comprenez? Un cadre approprié voudrait dire qu'il prend un acte où il décide, une ordonnance où il décide d'appeler tous les enfants du pays, les Fayoulou, les Katumbi, les Sesanga, les Mukwege et beaucoup d'autres autour d'une table pour qu'ils puissent juguler la question ou les problèmes qui font terreur, qui sèment la mort, la désolation chez nos paisibles citoyens. Alors, la désolation chez nos paisibles citoyens, M. Fidèle, dans un pays où tout le monde est frustré, quelle est la crainte, quelle crainte que les gens peuvent avoir pour le futur dans un pays où on parle de frustration, où on parle de diffusion, surtout sur le plan cohésion nationale? Bon, moi je pense que parler de la crainte, je ne vois pas la crainte viendrait d'où. Si le président de la République décide aujourd'hui que la guerre prenne fin, elle va prendre fin. Donc si la guerre continue aujourd'hui, c'est parce que le président n'a pas encore pris une décision. Oui, c'est parce qu'il ne veut pas. Ben, s'il le veut aujourd'hui, il dit seulement, que demande les M23? Les M23 demandent à ce qu'ils puissent être reçus et parler avec le président de la République. Parler de quoi? Mais ils ont comment ça s'appelle? Ils ont leur desiderata à présenter, ils ont leurs revendications. À Nairobi, vous vous rappelez, on avait appelé tous les seigneurs de guerre à Nairobi.
Les M23 voulant aller là, le président de la République a refusé qu'on ne peut pas les recevoir. Plutôt, il a demandé qu'ils aillent se faire cantonner dans les Maniema. Et à partir de là, s'ils obéissent d'aller se faire cantonner, à partir de là, maintenant, on va essayer de pénétrer leur résolution. Moi, je pense qu'il n'y a pas à craindre que le président de la République, en tant que chef de l'État, en tant que père de la nation, ait de la hauteur. Je l'ai dit encore en amont. Et la hauteur dont je parle ici, c'est quoi? C'est éviter d'entendre tous ces bavards qui l'entourent, tous ces gens qui font du bobard autour de lui et qui ne lui disent pas la vérité. La vérité est telle que la guerre à l'Est, un seul remède, appeler autour d'une table tous ces gens-là qui sont en train de faire des bruits. Et ces gens qui font des bruits, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est juste des postes, c'est juste de l'argent et c'est tout. Et ils vont fermer la bouche. Et je vous dis, ventre creux n'a point d'oreille. Vous voyez, aujourd'hui, il y a déjà des gens qui sont dans l'union sacrée, mais qui passent dans les médias. Hier, qui chantaient, tu sais qu'est dit, mais aujourd'hui, qui sont en train de dire, de réclamer leur part dans le gouvernement. Ce sont ces frustrations-là qui sont, bien sûr, à la base même des groupes armés, à la base même de dire que tous ces gens-là qui ne se retrouvent pas au pouvoir, dont leurs intérêts ne sont pas protégés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont recourir aux armes. Voilà pourquoi nous rangeons derrière la voix qui demande à ce que le président de la République puisse négocier ou dialoguer avec ces gens. Partant de la question de la crainte, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. En 2016, nous avons vu l'ancien président de la République, il a appelé quand il voulait glisser les élections de 2 ans à la à la Saint-Sylvestre. Il a appelé tout le monde. Est-ce que les gens ne sont pas venus? Tchibala a été sorti Premier ministre. Vous comprenez un peu ça? Ce qui fait mal dans l'entourage du chef de l'État, c'est qu'il y a des gens qui veulent manger seuls. Pourtant, les pouvoirs, on ne les mange pas seuls. Parce que qui mange seul, s'enterre seul. Ça, c'est une anecdote de chez nous. Qui mange seul, s'enterre seul. Maintenant, si vous voulez que, quand vous ne serez plus vivant, vous ayez les gens qui doivent vous enterrer, il faut manger avec les gens. Et manger avec les gens ici voudrait dire que le président de la République ne doit pas manger seul avec les Kabila et les Kazadi. Non, non. Il y a d'autres enfants du pays qui ont décidé que pour faire entendre leur voix, ils vont recourir aux armes. C'est que nous décourageons heureusement. On décourage ça, ce n'est pas les moyens constitutionnels reconnus pour accéder au pouvoir. On décourage ça. Mais comme c'est déjà un fait qui est là, qui existe, et qui sème la désolation, moi je pense que ma voix est celle de dire que le dialogue, c'est la seule issue. Voilà. Alors, le dialogue, c'est la seule solution, certainement, selon vous, pour chuter avec cette question de l'insécurité, essayer de terminer l'émission avec la situation de l'Union sacrée aujourd'hui. On parle des Wazalendo qui combattent aux côtés des FARDC, justement, pour faire reculer le 1-23, soutenu par le Rwanda de Paul Kagame. Mais n'avez-vous pas peur, voulais-je dire, que demain ou après-demain, que les Wazalendo, qu'aujourd'hui qu'on supporte, que certaines personnes pensent que leurs actions sur le terrain sont à de bonnes fois justement pour contrer les attaques des 1-23, puis se retourner et un jour contre le gouvernement congolais, contre le pays, et puis que le gouvernement puisse avoir l'incapacité de gérer ces personnes. Ah, vous voyez par exemple ça, les Wazalendo. Est-ce que l'armée républicaine, l'armée loyale, a-t-elle défailli à sa mission? A-t-elle été vraiment armée et elle n'a pas réussi à vaincre les M23? En 2013, l'armée, sans l'appui ni de la MONUSCO, ni de la SADC, ni de l'EAC, a pu contraindre les M23 à repartir. Pourtant, les M23, à cette époque-là, j'étais à Goma, les M23 avaient pris la ville de Goma. C'est que nous avons une armée forte. Ce qui nous manque, c'est seulement l'organisation. Les Wazalendo, là, ce sont des civils qui ont pris des armes. Pour la bonne cause, bien sûr,
combattre aux côtés de FARDC. Maintenant, ce que l'on ne prévient pas, c'est ce que vous veniez d'évoquer. Demain, les Ouazalènes peuvent refaire surface. Ils se reconstituent aussi en une force, en un groupe armé, qui aussi, parce que quand ils sont en train de combattre, on les paye quoi? D'autres tombent sur les champs des opérations. Et demain, s'ils pouvaient refaire surface, contre maintenant, s'ils tournaient la gâchette contre la République maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que les Ouazalènes n'était pas une bonne solution. Les Ouazalènes sèment la terreur dans la ville de Goma. Ils tuent les gens comme pas possible. Il n'y a pas quelque temps, ils ont massacré des gens. Vous les avez vus. Ils ont massacré des gens. Ils tuent les gens en longueur de journée à cause de l'argent. Les cambistes là, n'en parlons pas. Tués par qui? Par les Ouazalènes. Parce qu'ils ont des armes non contrôlées. Ils circulent dans la ville avec des armes. Moindre blague, ils tirent sur vous. Je pense que les Ouazalènes là, c'est un, comment on peut appeler ça? C'est une bombe à retardement qui demain, ça va exploser contre même la République. D'où, moi, je pouvais conseiller que les Ouazalènes de là devaient être contrôlés. Soit on les intègre directement dans l'armée, ou carrément on met fin à leurs prestations. Sinon, après la guerre, s'ils réussissent à déloger les M23, après la guerre, c'est maintenant les Ouazalènes qui vont se retourner contre les FARDC. Bon, pour chuter avec l'émission et puis laisser la place à la libre opinion qui sera présentée par l'UFrance qui va recevoir India Omari. Aujourd'hui, au début, au rythme de cette émission, on parlait de l'Union sacrée, ce qui se passe à l'intérieur de cette famille politique de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on affirmer et infirmer que l'Union sacrée, sa création, c'était une erreur, une bombe à retardement pour le développement de la République démocratique du Congo? L'Union sacrée, on peut la définir aujourd'hui comme un conglomérat de frustrés. Conglomérat de frustrés, pourquoi? Parce que c'est une histoire qu'on a créée juste pour se partager les pouvoirs et non pour le bien-être de la population. Nous venons de suivre à la sortie du gouvernement Soumino comment tout le monde est à la course du pouvoir. Personne dans l'Union sacrée, parmi ceux qui ne sont pas nommés ou ceux qui sont nommés, qui hausse les tons pour dire nous allons faire tout pour que la vie chère puisse se régler. Nous allons tout faire pour que les taux de dollars puissent être revus à la baisse. Donc, c'est un groupe de gens qui ne sont là que pour se partager les pouvoirs. Et rien du peuple, rien d'intérêt commun, d'intérêt général. Et voilà pourquoi j'ai dit tantôt que n'attendons rien du gouvernement souminois. Donc nous n'aurons que nos deux yeux que pour pleurer si on attend quelque chose de ce gouvernement. Parce que c'est comme on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Quelles sont les figures emblématiques qui font partie de ce gouvernement qui peuvent donner ou qui peuvent aspirer, qui peuvent nous faire croire qu'il y a vraiment des choses sérieuses qui s'annoncent? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a fait revenir que les mêmes personnes. Bien que parmi les personnes qui sont revenues, il y en a quand même certaines qui valaient la peine, qui dans les gouvernements passés se sont distinguées. Je peux citer en l'occurrence les ministres de la fonction publique, je peux citer les ministres du budget, je peux citer les ministres de la communication. D'après moi, j'ai vu qu'ils ont vraiment mouillé les maillots. Je peux citer les ministres de l'ESU, Mouindo Nzangi. D'après moi, ce sont des hommes, les 4 hommes-là, ce sont des personnes quand même qui ont essayé tant soit peu d'accompagner le président de la République. Non, les autres là, les trios Kazadi des tourneurs qui nous font vendre, qui nous font acheter des puits des forages à 290 000 $. Non, j'encourage, je félicite le président de la République d'avoir mis de côté Nicolas Kazadi parce que très sincèrement, nous étions très fâchés
de l'entendre ou de le revoir revenir dans les nouveaux gouvernements. Sinon, les actes qu'il a commis, nous sommes en train d'attendre son procès public parce que on a demandé qu'on puisse lever ses immunités. On attend voir comment on va lever ses immunités et le voir devant la barre dans un procès public comme ce fut le cas de Vital Kamerhe. Alors, c'est la dernière question avant de laisser Sarah pour chuter avec l'émission. C'est ce que dit au pouvoir, 6 ans aujourd'hui, ça lui reste 4 ans et quelques mois. Vous, à Goma, avez-vous retenu quelque chose qu'on peut se dire des mois après demain, après le départ de Tshisekedi, que vous, les habitants de Goma, pouvez vous dire, voilà, ce que nous avons aujourd'hui, c'est par la volonté de Félix Tshisekedi. En tout cas, jusque-là, après Tshisekedi, c'est comme avant Tshisekedi. D'ailleurs, avant Tshisekedi, c'était mieux. Aujourd'hui, la souffrance a dépassé les proportions, a dépassé les limites. Je vous ai dit, quand il a pris le pouvoir, il n'y avait pas de déplacés à Goma. Le pays avait 145 territoires sur 145. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Tshisekedi, le Congo est amputé de 3 territoires. Donc vous comprenez que nous ne pouvons rien attendre. À moins qu'il se ressaisisse en dernière minute. Sinon, si dans 6 ans, il n'a pas pu faire quelque chose, est-ce que dans 4 ans, qui est sa dernière année, 4 ans qui est sa dernière année, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui dans les 4 ans qui restent? Donc il n'y a rien à attendre. Le peuple n'a qu'à prendre le courage d'empêcher toute révision ou tout changement de la Constitution, parce que c'est ça le débat aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat est que la Constitution bloque le président de la République, mais nous ne voyons pas en quoi la Constitution bloque le président de la République. Le président de la République est bloqué par lui-même et son entourage, et rien de la Constitution qui le bloque. Alors, monsieur Fidèle Basso, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. On vous laisse la première de conclure l'émission en 30 secondes. J'aimerais que vous puissiez lancer quand même un message en Swahili. Surtout pour nos frères et sœurs qui nous suivent à partir de Goma. Merci beaucoup. Mon mot de la fin, je voulais d'abord vous dire merci de l'invitation et remercier le DG de CML13 qui a pensé à sa propre manière à contribuer tant soit peu au développement de ces pays, en nous dotant cette chaîne aussi importantissime qui nous donne chaque jour de l'actualité. Ici, on décrypte l'actualité de fond en comble et sans complaisance. Très sincèrement, c'est l'une des télévisions que je suis le plus souvent, en ligne comme en direct. Concernant la population de Goma, yenye naweza kusema watoto wa Goma tuliwaambiaka mchague vizuri, msichague batu yenye biko banabadanganya. Na leo kama mko munalia, bon, vous devez subir les conséquences de votre propre turpitude. Sababu balisema kama nye mulichagua à 85% le président de la République. Sasa leo biko binabafikia. Depuis mko munakufa siaona president anashuka kule, lakini tunamuona anaenda Ulaya, anaenda Belgique, anaenda wapi, anaenda kule, mais jamais depuis manda yake hii ya pili naanza hatuyamuona anashuka Goma kukuya kuwapatia pole. Tuliona bombe zinaanguka pale mukaya Mugunga, hatukuona president anashuka kuya hata kuwapatia pole au awaletea hata maji. Kwa hiyo basi hapana kuwa munalia. Vous devez subir les conséquences de votre vote, de votre élection, parce que c'est ça ce que vous aviez voulu. Eh bien, je vous dis merci, monsieur le journaliste. Ça va, Moukoub. Merci beaucoup. Ça va, l'émission est terminée. Merci Daniel. Je profite de l'occasion pour dédier cette émission à Joël Marc qui célèbre son anniversaire. Il y a Tania Moubouadi qui a pensé à vous. Alors, c'est un réel plaisir pour nous pour vous présenter ces premiers numéros du mois de juin sur les antennes de CML13 Télévision. On va se retrouver demain mardi pour les deuxièmes numéros à partir de 16h. Que vive la République, vive la RDC. Merci beaucoup.